Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et voilà, en direct sur Sud Radio, faut que ça change. Tous les samedis, c'est le rendez-vous qu'on vous donne désormais à partir de 20h30. Eh bien, pour parler de votre situation, si vous la connaissez en handicap, en maladie, vous-même, un proche, si vous êtes proche aidant, eh bien, vous pouvez participer à l'émission sur tout simplement en nous écrivant à jeparticipe@sudradio.fr. Je participe tout attaché @sudradio.fr. Vous venez témoigner, vous venez interpeller nos invités. Mes invités aujourd'hui, eh bien, pour démarrer, on démarre grand avec la ministre en charge des personnes en situation de handicap, Madame Charlotte Parmentier-Lecocq. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Caroline Fruchot, alors elle est en situation de handicap elle-même, elle est entrepreneuse et elle nous raconte des handi-histoires sur les réseaux sociaux. Elle va nous raconter ce que c'est. Bonjour à vous, Caroline. Bonjour à tous les deux. Merci là aussi d'avoir accepté notre invitation. Si vous aussi vous voulez prendre la place de Caroline pour venir témoigner dans les prochaines émissions, vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr. Au sommaire de l'émission, on va revenir évidemment sur les Jeux paralympiques. On va revenir sur ce couac. En était-ce un avec Michel Barnier et la première mouture de son gouvernement avec un portefeuille absent, en tout cas sur le premier listing des ministres qui nous a été proposé et que vous avez récupéré une semaine après, Madame la Ministre. On reviendra sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'AAH, l'allocation adulte handicapé, revalorisée à 1016 € en avril 2024, 200 € en dessous du seuil de pauvreté. Va-t-elle augmenter? Et puis en deuxième partie d'émission, on recevra Julie par téléphone qui, elle, est en fauteuil roulant, bloquée dans son immeuble parce que, tenez-vous bien, depuis 4 semaines, elle n'a pas d'ascenseur pour pouvoir sortir de chez elle. Est-ce que ça aussi, ça peut changer? C'est ce qu'on va tenter de découvrir ensemble à travers cette émission. Prenez bien rendez-vous. Désormais, c'est à 20h30 le samedi sur Sud Radio. Faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Alors, je le disais, on va parler des Jeux paralympiques. Caroline Fruchot, quel est déjà, vous, votre parcours et qu'est-ce que vous portez comme regard dessus? Mon parcours, il est très simple. Moi, j'ai eu un accident il y a 6 ans et quelques maintenant. Et je découvre un peu un monde parallèle sur le monde du handicap. Donc. Et j'ai eu des gros soucis d'accessibilité pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux. Mais par contre, après, tout ce qui concernait... Qui était de rejoindre la gare Montparnasse jusqu'à ma place. Ça a été un peu un parcours du combattant. Votre place qui était place de la Concorde. Qui était au niveau de la Seine, au niveau de l'hôtel de ville. Et j'ai mis à peu près 2h30 pour y accéder. Parce que, en fait, rien n'avait été pensé, en tout cas pour les personnes en fauteuil roulant, où à chaque fois que je tombais sur une barrière de policiers, on me disait il faut prendre le métro pour rejoindre l'autre côté de la Seine. Comme on le sait, le métro à Paris n'est pas accessible. Mais du coup, pour moi, ça a été extrêmement compliqué de rejoindre le parcours du combattant. Ça a clairement été le parcours du combattant. Par contre, je tiens à souligner que de mon côté, j'ai eu aucun problème lorsque je suis allée voir les épreuves. Et pour le coup, ça, c'était vraiment super chouette de pouvoir être traité au même titre que tout le monde. Et alors, est-ce qu'on a un héritage de ces Jeux qui persistent après ? C'est un peu la bonne question du moment parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les JO, mais que là, actuellement, on est un peu sur le déclin. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. En ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. Tu en parlais tout à l'heure, Anthony, au début de l'émission, les problèmes d'ascenseur essentiellement. C'est pas que dans le logement. Ce n'est pas du tout que dans le logement, ça va être dans les gares, ça va être dans les établissements dans lesquels on va aller, hôtels, restaurants, théâtres, etc. Et ça, c'est vraiment un énorme souci qui clairement nous bloque dans notre quotidien, qui nous empêche d'avoir une vie sociale clairement comme les autres. Et aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, avec la loi sur l'accessibilité, c'est plus possible. Dans l'une de vos handi-histoires, justement, parce que ce sont des récits que vous mettez sur les réseaux sociaux, je crois, vous disiez que finalement l'accessibilité, c'était pas 2 fois 15 jours en un siècle. C'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a l'impression que les efforts sont faits durant 15 jours parce que le monde entier vient en France. Et du coup, on a beaucoup de choses qui sont faites. Le problème, c'est que nous, on n'est pas handicapés, on n'est pas dans cette situation-là que 15 jours tous les 100 ans. On est là, on est tous les jours confrontés à ces problèmes d'accessibilité. Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, vous, le regard, puisque vous êtes nouvellement nommée à ce poste avec ce portefeuille, c'est quoi l'héritage que vous récupérez entre les mains de ces Jeux? Déjà, la question de l'accessibilité, les enjeux de l'accessibilité, c'est vraiment des problématiques qui me remontent tous les jours, quelles que soient les personnes, et qu'on parle de logement, de transport.
Ça, le logement revient très d'accès souvent, aux bâtiments publics, aux équipements sportifs, etc. Et les jeux, ils ont eu une vertu, c'est qu'ils ont été conçus pour être vraiment les jeux les plus accessibles et il y a vraiment eu une grande accessibilité qui a été donnée modulo, ce que vous avez évoqué, mais globalement, il y a eu vraiment une grande accessibilité de ces JO, aussi bien pour les bénévoles que pour les spectateurs, et évidemment pour les parathlètes, etc. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la démarche, ils ont été conçus avec l'objectif d'en tirer un héritage. Et donc maintenant, c'est tout l'enjeu d'en tirer un héritage à deux niveaux. Un héritage matériel, parce qu'il y a quand même des bâtiments, des construits, enfin, un certain nombre d'éléments qui ont été... qui vont être pérennisés, qu'on va pouvoir garder. Ouais. Mais il y a aussi un héritage immatériel qui est aussi en termes de méthode. Et c'est beaucoup en fait. Comme le groupe d'experts d'usage que vous aviez mis en place. Alors ça typiquement le groupe d'experts d'usage, c'est vraiment un superbe outil pour tester la mise en œuvre de l'accessibilité de nouveaux équipements et de manière globale. À chaque fois qu'on pense à un nouvel équipement, une nouvelle voirie ou autre, il faut qu'on pense accessibilité en amont parce que c'est vraiment aussi ces questions-là d'organisation. Et dans l'héritage des JO, on tire un peu les fils de tout ce qui peut maintenant nous servir. Et il y a notamment un guide d'accessibilité sur l'organisation d'événements sportifs ou culturels. Donc là, c'est pour le volet événementiel qui est créé, qui est élaboré, qui va être diffusé. Et l'idée des experts d'usage fait partie aussi des pratiques qui sont proposées. Puisqu'on parle de méthode, est-ce que c'en était une lorsque Michel Barnier a nommé son premier gouvernement et a littéralement oublié votre portefeuille? Alors, pour sa défense, il n'a pas oublié le handicap, puisqu'il y a bien un ministre qui était en charge du handicap, Paul Christophe, qui est très engagé aussi sur la question, qu'il l'était déjà en tant que député. Il était ministre des Solidarités, mais avec un portefeuille il n'avait pas la nomenclature handicap. Plus large. Elle était dedans, mais pas affichée en tant que telle. Et effectivement, la fin des JO, quand on voit à quel point ça s'est bien passé, etc. On s'attendait vraiment à avoir un ministre avec cette dénomination-là. Et honnêtement, toute je ne vais pas dire la communauté des personnes en situation de handicap, parce qu'on n'est pas une communauté, mais on a tous été un peu choqués et on s'est dit, en fait, c'était 15 jours, c'était bien, c'était beau, on en a parlé, maintenant, ciao, salut, quoi. Alors, clairement, le message a été tout de suite entendu, compris, et c'est pourquoi le Premier ministre a tout de suite voulu rectifier le tir, parce qu'en plus, lui, tient beaucoup à ce qu'on prenne en compte la question du handicap. Il nous demande de la prendre en compte dans tous les portefeuilles ministériels. Et justement, la question de l'héritage des JO, de l'accessibilité qu'on vient d'évoquer, ce sera le thème aussi du prochain comité interministériel du handicap qu'on va bientôt mettre en place. Pour garder cette logique de ne pas perdre, ne surtout pas laisser retomber le soufflet, en fait. Si on en croit Jean-Luc Mélenchon et la gauche et les filles, a priori, on devrait vous avoir encore pour 2 mois. Est-ce que vous êtes réellement en sursis? Parce que 3 ans, 4 ministres, les personnes en situation de handicap peuvent s'interroger sur la stabilité, la continuité des sujets. On est clairement dans une situation très instable, politiquement. Moi, dans la démarche, j'ai 2 temporalités, c'est-à-dire j'ai une temporalité de l'immédiat et tout ce que je peux faire, tout ce que je peux débloquer le plus vite possible, je fais, mais aussi une temporalité du temps long, et donc je suis en train de construire ma feuille de route et travailler avec mes collègues pour qu'eux-mêmes aussi rebâtissent une feuille de route pour qu'on puisse se projeter sur l'année prochaine. Alors, très rapide. À propos de feuille de route, est-ce que vous avez des personnes en situation de handicap qui sont avec vous, qui sont vos collègues, parce que c'est beau de construire pour les personnes en situation de handicap, mais il faut construire avec elles, en fait. Mais oui, mais bien sûr, vous avez complètement raison. Et il y a des personnes, les personnes en situation de handicap, elles sont associées, elles sont concertées à toutes les étapes de construction de ces travaux. Et moi, la première, évidemment, je travaille en concertation complète avec elle. Je travaille avec elle actuellement sur la question du remboursement des fauteuils roulants, mais évidemment sur tous les sujets qui seront dans ma feuille de route, bien sûr. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet des remboursements? Non, on va pas avoir le temps, malheureusement, je suis désolé. On se retrouve juste après ça, juste après la pause sur Sud Radio. Faut que ça change, restez connectés. Les échanges avec la ministre et Caroline Fruchot continuent.
Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin Smith. De retour sur Sud Radio, faut que ça change. Merci d'être encore là à l'écoute. N'oubliez pas que tout à l'heure, vous avez le rugby avec la rencontre Vannes Bordeaux-Bègles présentée par Alexandre Priam. Et puis mes invités sont toujours là. Le ministre en charge des personnes en situation de handicap, Charlotte Parmentier-Lecoq, et Caroline Fruchot, entrepreneuse et influenceuse. On peut dire ça comme ça. Allez, Sud Radio, faut que ça change. Sud Radio, faut que ça change. Alors Caroline, juste avant la pub, vous vouliez interpeller la ministre sur la question des fauteuils roulants et leur remboursement. Oui, tout à fait. Ça fait un moment qu'on parle des remboursements des fauteuils roulants qui sont actuellement remboursés uniquement à 600 €. Je voulais savoir quelle mesure claire et on espère rapide sera prise par le gouvernement. Sachant que vous avez rencontré les parlementaires cette semaine. Hein. Oui, alors ça c'est vraiment un dossier que j'ai pris tout de suite en main en arrivant à mon ministère parce que j'ai bien conscience que la promesse, elle date d'avril 2023 et qu'ensuite, il y a eu des discussions qui se sont engagées qui, dans un premier temps, n'ont pas abouti, puis dissolution, etc. Donc, je sais que tout le monde attend vraiment. Mon objectif, c'est qu'on atterrisse sur le scénario qui définira les modalités de remboursement avant la fin de l'année pour qu'on puisse, à partir de la fin de l'année 2025, c'est-à-dire plutôt, j'espère, septembre 2025, vraiment avoir la mise en œuvre de ces modalités de remboursement dont je souhaite que ce soit bien du remboursement intégral comme ça a été promis et que ça permette aussi de garantir qu'on a bien le fauteuil adapté, les options adaptées et le niveau de qualité dont a besoin la personne. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de plafonnement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt aux alentours des 3 000 € sur les bases de remboursement, si je ne dis pas de bêtises. 600 €. 600 €. On est sur 600 €, ce qui est ça, c'est vraiment... parce que j'exagère le trait. Mais en moyenne, on est quand même à 10 000 € le fauteuil. Si on veut quelque chose qui tienne la route. Moi, ce que je souhaite, c'est que chaque fauteuil, quelles que soient ses typologies, etc., soit remboursé intégralement avec les options dont a besoin la personne et que ce soit bien conforme à ses besoins, à sa santé et à ce qu'elle puisse l'utiliser vraiment dans toutes les conditions dont elle a besoin. Il ne faudra pas oublier les fauteuils de sport. Il ne faudra pas également oublier les fauteuils de sport qui permettent notre pratique sportive et qui est essentiel. J'ai bien en tête les fauteuils sportifs, j'y tiens beaucoup. D'autant plus que le sport est très important aussi pour la santé, le bien-être, etc. Et, enfin, vraiment pour la santé aussi de tout le monde d'ailleurs. Donc, allez, moi j'aimerais vous entendre sur l'allocation adulte handicapé AAH. Elle a été revalorisée à 1 016 € et elle a passé la barre symbolique des 1 000 € par mois en avril 2024. Y aura-t-il une revalorisation substantielle et non indexée sur l'inflation ? Y aura-t-il un jour le plafond du seuil de pauvreté dépassé ? Parce que là, on est en dessous de 200 €, sachant que pour certaines personnes, c'est leur revenu principal. Oui, je sais bien, on a une trajectoire qui a énormément augmenté ces dernières années. Il faut quand même dire aussi de où on part. Bien sûr. Ça, en 2017, on est parti de très loin. Ouais. Et on a vraiment fait beaucoup progresser cette allocation adulte handicapé. Elle va être valorisée sur la base de l'inflation cette année. Et à ça s'ajoute... Cette année, c'est-à-dire ? Enfin, en 2025. Oh. Fin 2024 ? Elle va suivre en 2025. En 2025, en avril. Janvier 2025. En janvier, d'accord. Avril, pardon. Non, parce que généralement, c'est au 1er avril. Au 1er avril donc ça 2025. Reste au 1er avril, d'accord, ok. Ouais. D'accord. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a eu l'étape très importante de déconjugalisation de l'AAH. Là, on a fait le premier anniversaire. Voilà, et ça c'est aussi une étape qui a été très importante et qui a contribué aussi à améliorer les revenus des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur situation maritale. On a fait très attention aussi à ce qu'il n'y ait pas de perdants dans cette déconjugalisation. Donc je veux vraiment souligner les progrès parce que ils ont été vraiment majeurs et on continue d'avancer sur ce champ-là. Et qu'est-ce que ça donne du coup là en termes de déploiement de la mesure ? Est-ce qu'on a des chiffres qui nous sont remontés très concrètement ? Sur la déconjugalisation de l'AAH ? Sur la déconjugalisation particulièrement. Rappelons-le, c'est pour ne pas faire supporter à une personne en situation de handicap les revenus de son conjoint qui sont pris en compte dans le calcul de la ressource de l'AAH dont il a le droit. Certaines personnes peuvent être déjà dépendantes physiquement de leur conjoint, donc pour ne pas être en plus financièrement parlant, quoi.
C'est pour ça qu'on a fait. C'est exactement pour ça qu'on l'a faite, et aussi qu'on l'a faite dans la logique de ne pas faire de perdants. Ouais. Et donc moi j'étais à la manœuvre pour négocier, parce qu'à l'époque j'étais rapporteur de la loi pouvoir d'achat, et à la manœuvre pour négocier cette méthode. Et c'est une méthode qui a pris du temps, parce qu'il a fallu attendre, à partir du moment où on a voté la loi, il a fallu attendre octobre. Mais c'est ce qui permettait de garantir que dans le système de mise en œuvre, il puisse vraiment y avoir une option qui soit faite pour les personnes et qu'elles choisissent le scénario qu'elles souhaitaient. 7,4%, ça c'est le taux de chômage que l'on connaît d'ici à la fin 2024, probablement rehaussé à 8% en 2025. Chez les personnes en situation de handicap, on est à 12%. Est-ce qu'on n'a pas là le risque majeur que les personnes handicapées se prennent une grande claque dans la tête en termes de chômage ? Sachant que c'est la première cause de discrimination à l'emploi, des personnes en situation de handicap. Sur notre Parmentier Lecoq. Moi, c'est vraiment un de mes combats majeurs, la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. J'étais déjà très convaincue, bien avant d'être parlementaire et aussi avant d'être ministre, de vraiment toute la performance que les personnes en situation de handicap sont capables de démontrer dans leur travail. Et donc ça, c'est vraiment un message que je veux continuer de marteler et ne rien lâcher. Et il faut continuer de lutter aussi contre des représentations et parfois des peurs qu'il peut y avoir par rapport au handicap. Ils ne sont pas tous connus. Et parfois, il peut y avoir un peu l'habitude de dire c'est pas possible, on n'y arrivera pas, etc. Donc, il faut combattre ce message-là. Le DuoD, c'est un des temps, par exemple, qui permet ça. Oui. Mais c'est surtout de transformer aussi le mode d'accompagnement des entreprises. Et il y a des réseaux d'entreprises, comme le réseau des entreprises qui s'engagent, qui vont plus loin, qui sont aussi moteurs et qui sont exemplaires. Moi, je veux qu'on les soutienne pour qu'elles puissent embarquer de plus en plus d'entreprises. Et puis ensuite, c'est tout le service public de l'emploi, France Travail, avec les Cap Emploi, avec l'AGFIP, avec les ESAT. Thibaut, directeur général de France Travail, très bientôt. Et la semaine prochaine, on recevra l'ancien patron de l'AGFIP, Christophe Roth, l'ancien président. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un sujet qui est en train d'émouvoir les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok également, d'une jeune femme qui s'appelle Julie et qui a posté un témoignage qui nous a interpellés à la rédaction. Et je vous propose d'écouter. Je m'appelle Julie, je suis en fauteuil roulant et je m'adresse à vous car depuis 4 semaines, l'ascenseur de ma résidence est en panne. Malgré avoir essayé de joindre le syndic, d'avoir envoyé des emails à mon agence et même d'avoir harcelé la maintenance, la panne n'est toujours pas résolue. Alors, Julie, du coup, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie. Bonjour. Vous avez publié cette vidéo qui nous a évidemment interpellés. Je voulais qu'on en parle aujourd'hui dans l'émission parce que c'est aussi ça le concept de Faut que ça change. C'est de parler sans langue de bois et de parler des réelles réalités. Alors, c'est un peu allitératif ce que je viens de dire, mais de vraiment parler de vos quotidiens qui vous touchent. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à l'émission, je participe à sudradio.fr, vous nous écrivez et vous êtes naturellement les bienvenus pour venir comme Caroline aujourd'hui ou comme Julie. Julie, racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Est-ce que ça a bougé depuis que vous avez posté cette vidéo ? Alors étonnamment, justement, ça bouge vraiment d'un grand pas, puisqu'il y a encore 2 jours, j'ai appelé la maintenance, donc avant de poster la vidéo. De l'ascensoriste. Où en gros, oui voilà, donc en gros ils m'ont dit que pour l'instant il n'y avait toujours pas de délai, que ça serait un miracle si ça revenait la semaine prochaine. Un miracle ? Hier, oui. Hier, j'ai été à une réunion où il y avait des personnes de la mairie de Montpellier et le cabinet du maire a appelé le syndic. Mais alors, du coup, France pardonnez-moi, mais comment avez-vous fait pour sortir ? Alors justement, en fait, sur TikTok, il y a un monsieur de l'entreprise SAMV qui fait un verticalisateur de descente en ascenseur. D'accord. Qui apparemment, donc sur Paris, fonctionne pas mal. Donc il arrive à descendre des fauteuils. Et donc il vous a aidé à descendre votre immeuble ? Voilà, il m'a aidé à descendre. Ah, c'est super. Pour m'emmener à la réunion dont il faisait partie, en fait. Bravo à ce monsieur, en tout cas. Madame la ministre, quand vous entendez ça, ça vous révolte ou vous trouvez que malheureusement c'est l'état de notre pays et on peut rien faire ? Bon, certainement pas. En tout cas, ça me met très très en colère et je suis vraiment désolée pour cette jeune fille, pour Julie, qu'elle ait vécu ça. Et tant mieux si ça. Elle le vit encore. Hein. Elle le vit encore. Hein. J'ai cru comprendre que le maire avait permis que les choses bougent.
Non, c'est pas ça. Mais elle est toujours ça. bloquée, celui-là. Toujours bloquée malgré tout chez elle. Bon, en tout cas, elle aura aussi l'appui de la ouais. ministre pour regarder la situation et faire débloquer les choses. Après, je pense que vraiment, on ne doit pas accepter des situations comme ça. Et ce sont des choses aussi dont on peut se prémunir. C'est-à-dire que c'est pas qu'une question de moyens, c'est pas du tout insurmontable en fait. C'est aussi des questions simplement d'organisation. Et ça fait partie des choses dont on peut hériter des Jeux Olympiques, par exemple. Ils ont mis en place des systèmes pour avoir des pièces de maintenance des ascenseurs à disposition. On fait des stocks pour les avoir, ce qui permet que dès qu'il y a une panne, on vient la réparer rapidement. Ouais. Et ça, c'est très important pour les personnes en situation... Bah oui, donc vous voyez, c'est pas non plus des fois des choses insurmontables à faire, c'est juste une question d'organisation. Et c'est aussi une question de ne pas accepter. On ne doit pas accepter des choses comme ça. On ne doit pas répondre à quelqu'un, vous allez encore attendre 2 semaines, ça c'est pas possible. Donc moi, je tiens beaucoup à ce qu'on fasse bouger les choses là-dessus. Vous pouvez compter sur moi pour secouer le cocotier auprès des personnes qui sont responsables, en particulier de l'immeuble de Julie, mais de façon plus large. Oui, de façon plus large, oui, parce que ça concerne pas qu'elle. On n'accepte pas des situations comme ça. On n'a pas le droit de répondre à quelqu'un qu'on n'a pas de réponse. Parfois, il y a des choses très techniquement très très longues, ok, là c'est pas le cas, c'est simplement aussi des questions d'organisation. Ouais. Il faut penser que ça nuit aux personnes en situation de handicap, c'est pareil pour des personnes âgées, c'est pareil pour une maman qui serait seule avec ses enfants à porter, etc. Donc ça concerne tout le monde en fait. Bon, écoutez, en tout cas, Julie, comptez aussi sur nous, on suivra l'affaire avec le cabinet de la ministre. Peut-être hors antenne, on vous mettra aussi en relation pour que votre dossier puisse bouger. Et puis, si vous aussi, vous avez une situation comme ça, n'hésitez pas à venir participer à l'émission. Sud Radio, faut que ça change, c'est aussi ça. Madame la ministre, dernière question en 30 secondes, s'il vous plaît. C'est quoi vos grandes priorités là, pour les quelques mois à venir ? En 30 secondes, là, vraiment. Si je dois en citer une vraiment majeure pour moi, c'est l'école inclusive. Oui. Moi, je souhaite vraiment qu'on change et qu'on fasse avancer les choses sur l'école. On a des dispositions qui sont en train de s'expérimenter, de se mettre en place. En fait, on met beaucoup de moyens, beaucoup de ressources pour apporter des compétences, de la formation et des outils pédagogiques pour permettre que les enfants soient dans l'école. Et c'est vraiment là que ça commence, en fait, se connaître le handicap et vivre tous ensemble. Simplement, parfois, c'est aussi une question, là encore, je pense, beaucoup d'organisation, de représentation. Donc, l'école inclusive, l'emploi, et les enjeux d'accessibilité, la simplification, je peux citer l'accès à la santé. Il faudrait un peu plus que 30 secondes. Ouais. Merci beaucoup, Charlotte Parmentier-Lecoq. Je rappelle, vous êtes ministre chargée des personnes en situation de handicap, et Caroline Fruchot, entrepreneuse et puis également influenceuse. Vous ne quittez pas Sud Radio parce que maintenant c'est l'heure du rugby, la rencontre Vannes Bordeaux-Bègles avec Alexandre Priam aux commandes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Christophe Roth, ancien président de l'AGFIP, l'association qui gère toute la distribution de l'accessibilité et de l'employabilité des personnes en situation de handicap en France. Allez, merci d'avoir écouté Sud Radio, faut que ça change. C'est qu'une promesse, mais vous allez voir, on va continuer chaque semaine pour que ça devienne une réalité.